Alors peut-être vous dire un petit mot pour ceux qui me connaissent pas et qui ne connaissent pas ma pratique, vous dire un petit peu quelques mots sur un peu mon parcours. Donc je suis un pratiquant, on va dire, d'arts martiaux depuis longue date. J'ai presque envie de dire depuis toujours. Donc j'ai commencé par le karaté, 10 ans ou 12. Ensuite j'ai découvert une discipline qui s'appelle encore le Yosekan Budo, qui est une combinaison judo, karaté, aikido, qui a été fondée par la famille Mochizuki. Donc j'ai enseigné cette méthode pendant une quinzaine d'années peut-être. J'ai un problème avec les dates parce que comme je suis installé la plupart du temps dans l'instant présent, c'est pas toujours évident. Et puis ensuite j'ai rencontré un maître japonais, Sensei Kakuin, avec qui j'ai passé 6 ans et qui lui m'a ouvert sur d'autres manières de voir les choses. Et les 3 dernières années de ce travail avec ce maître-là, donc j'étais Ushideishi, en japonais Ushideishi, ça veut dire disciple du dedans. Et en fait, c'est disciple qui vit dans le dojo, si vous voulez. Hein. Donc là, il n'y a pas de vie privée, on est complètement comment dirais-je, soumis, entre guillemets, aux règles du dojo, aux horaires du dojo, enfin, on n'a plus de vie privée, etc. Donc, en gros, travail sur l'ego, hein, sur le nettoyage, on va dire, qui n'est jamais complètement terminé, hein, puisque, comme disait Sensei Kakuin, tout diamant finit par recevoir de la poussière, et donc il faut le nettoyer régulièrement, quoi, hein, bon. Ce qui doit nous amener, même si nous avons les uns et les autres un certain niveau de conscience, nous amener à toucher peut-être la profondeur de ce qu'est l'humilité, puisque en fait, plus on sait, moins on sait, et voilà. Alors, cette expérience avec le maître japonais, on pourrait dire qu'elle m'a permis de visiter mon extrême yang, si vous voulez, hein, la partie masculine de mon être, dans des situations, dans des contextes, dans des expériences très particulières, très, très fortes, mais dans le yang. Et à l'issue de cette période, quand j'ai ensuite terminé le travail avec Sensei Kakuin, eh bien, j'ai pris à peu près une année et demie où je me suis un petit peu retiré du monde parce qu'il fallait à ce moment-là que je puisse justement aller visiter l'autre extrême, c'est-à-dire mon féminin, en fait, hein, mon féminin. Et comment dire ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, on pourra éventuellement échanger là-dessus tout à l'heure si vous voulez. Mais disons que les deux se sont mariés. Hein. Le côté masculin et le côté féminin se sont mariés. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une espèce de révélation de comment ça fonctionne au niveau du vivant et comment ça fonctionne au niveau corporel. Et du coup, ma préoccupation, ça a été de partager des outils permettant à chacun de faire réellement l'expérience que nous avons tous, ces deux polarités, masculin et féminin, et que pour la plupart, en tout cas pour un grand nombre de personnes, c'est comme si le masculin et le féminin, en fait, se tournaient le dos, hein, s'opposaient. Et que l'enjeu, c'est en fait de les marier, quoi. Hein, et quand on arrive à le faire, eh bien notre vie est plus harmonieuse. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, le propos de ce soir, en fait, c'est de partir de ce symbole, hein, qui est connu
de manière, je dirais, universelle. Hein. Donc de voir qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue du concept, du point de vue des idées, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse, comment on peut utiliser cette compréhension dans le quotidien pour nos vies, et dans cette optique justement de marier nos polarités. Et ça va être ça un peu le propos de ce soir. Alors, quand j'étais gamin, bon, pourquoi rouge et... Ah, mais il est à l'envers. Il est à l'envers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon... Ouais, voilà, ça c'était normalement le ciel, et ça c'était normalement la terre. Ok. Bon, cela dit, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien que ce symbole-là, en réalité, il n'est pas à plat. D'accord ? C'est une sphère, en fait. Ok ? C'est une sphère. Et c'est une sphère qui est dynamique, en fait. Hein, dans lequel le côté noir, ici, va venir s'incruster dans le blanc, et dans lequel le côté blanc va venir s'incruster dans le noir. Et tout ça, ça crée le mouvement. Hein. Alors, quand j'étais gamin, je me posais la question, quand j'ai découvert ce symbole du yin et du yang, ça m'intéressait beaucoup, et j'essayais de me situer là-dedans. Et ça a changé au cours des années. Alors, au début, je me disais, peut-être que je suis là. Peut-être que je suis dans cette limite-là. Et puis, une autre personne peut se sentir ici, une autre peut se sentir là. Bon, c'est un peu compliqué. En réalité, nous sommes la totalité de ce sigle, en fait. C'est-à-dire que nous sommes la totalité de ça. Nous sommes à la fois le blanc, le noir, le point blanc et le point noir. Alors, l'enjeu, je crois, c'est de passer de ce qu'on pourrait c'est de passer de la gestion des contradictions de passer d'un état qui serait celui-là, qui n'est pas très harmonieux, à un état qui serait celui d'accéder à une forme de compréhension, à une forme de ressenti qu'on pourrait appeler l'harmonie des contraires, en fait. L'harmonie des contraires. Voilà. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, ça va être justement de passer de ça à ça. Vous me suivez ou... Oui ? Alors, comment on fait pour passer de ça ? Alors, les contradictions, c'est quoi ? C'est que, par exemple, alors, si on part sur le concept, hein, la nuit, le jour, la vérité, le mensonge, bon, tous les opposés, hein, tous les opposés. Donc, tous les opposés sont symbolisés par ce schéma, hein, par ce schéma. Bien. Alors, il y a des jumeaux évidents, hein, la nuit et le jour, par exemple. Et il y a des jumeaux moins évidents. Bon. Si par exemple, on évoque la question de la vérité et du mensonge, par exemple, hein, qu'on pourrait aussi finalement classifier dans ce symbole-là. La vérité et le mensonge. Comment est-ce qu'on peut concevoir, au niveau de la vérité et du mensonge, comment est-ce qu'on peut concevoir, toucher l'harmonie des contraires ? Hein ? Eh bien, on pourrait considérer que le mensonge,
c'est le miroir qui nous permet de distinguer ce qu'est la vérité. Hein? Bien. Si on n'a pas conscience du mensonge, ça va être compliqué d'avoir conscience de la vérité. Donc de ce point de vue-là, on peut prendre ces deux termes de vérité et de mensonge comme étant là aussi des frères et sœurs jumelles, si vous voulez. Hein. Et pour passer de quelque chose qui serait un peu une contradiction déchirante à quelque chose qui serait plutôt une harmonisation de ces contraires, on pourrait simplement comprendre que ce mensonge qui sert de miroir, hein, en fait, ce miroir, c'est pour identifier ce que nous ne sommes pas. Hein? La vérité a besoin du mensonge pour se voir elle-même. Ok ? Bien. Alors le problème, c'est que si nous étions dans un fonctionnement du vivant, moi il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est parler du grand vivant. Hein, c'est de parler du grand vivant. Bien. Le grand vivant fonctionne en fleur de vie. Hein, vous connaissez ce dessin. Hein, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur et il n'y a pas d'inférieur. Hein, il y a une ouverture, il y a une expansion naturelle du vivant. Bien. Le mal, on va dire, prenons le mal par exemple, prenons le bien et le mal. Ok ? Bien. Pour que je puisse distinguer ce qu'est le bien, je vais avoir besoin de conscientiser ce qu'est le mal. Bon. Donc, de ce point de vue-là, le mal a une fonction, j'ose dire, divine ou sacrée. Hein ? Bon. Le problème, c'est que la potentialité, le simple fait d'imaginer, le simple fait de comprendre la notion du mal, ça devrait suffire en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça devrait suffire. Le problème, c'est qu'on l'a mis en route dans la matière. Et là, évidemment, non seulement on est dans la gestion des contradictions, mais souvent on est dans la gestion de l'horreur aussi. Hein ? Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que si en tant qu'être humain, nous avons cette conscience de cet aspect miroir, hein, si nous avons conscience de cet aspect miroir, eh bien en fait, nous avons conscience de la conscience, tout simplement. Et la conscience qui a conscience d'elle-même n'a plus besoin de mettre en action le mal pour comprendre que le mal a une position sacrée qui nous permet de nous éclairer sur qui nous sommes. Là où ça dérape, c'est quand on le met en action. Okay ? Le fait de savoir que, par exemple, avec un marteau, je peux construire une maison où je peux défoncer la tête à quelqu'un, le fait de le savoir, ça me permet justement de faire mon choix. Ça me permet d'aiguiser ma conscience. Alors le problème, c'est que, en effet, si nous utilisons le marteau pour défoncer la tête à quelqu'un, pour faire du mal, eh bien, on va commencer à rentrer dans la matérialisation d'un aspect de l'univers qui, normalement, aurait dû rester dans la pure potentialité. Vous me suivez ? Non. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, et qui ne sont pas des petites conséquences. Bien. Si je reprends encore ces histoires de jumeaux, de frères et sœurs jumelles, bon. Comment dire ? Alors, en quoi la compréhension de ce symbole peut être utile dans nos vies ? Bien. Eh bien, justement, en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, si nous sommes chacun, et c'est le cas, hein, si nous réunissons en nous, chacun, le masculin et le féminin,
ce qui est le cas, okay, puisque nous avons tous une polarité féminine et une polarité masculine. Je déclinerai ça après de manière plus précise, et y compris dans le corps, puisque c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que comment dirais-je, autre terme, le concept, ok, et l'expérience. L'expérience. Bon. On nous pose souvent la question de l'arbre de la connaissance à l'arbre de vie, par exemple. D'accord ? C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont utiliser ici une compétence intellectuelle, une compétence mentale, ok ? Mais cette compétence mentale va rester au niveau du concept, au niveau de l'intellect, au niveau du mental. Et ça ne va absolument pas descendre dans le véhicule. Hein. Le maître japonais avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, les 3 enseignements de base, ils sont très simples, hein. Ils sont les suivants. Premier enseignement, il faisait ça. Tout le temps, il faisait ça. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut débrancher la tête. Hein. Il y a une expression japonaise où on dit même couper la tête. Alors ça ne veut pas dire la couper vraiment. Ça veut dire couper cette machine infernale ici de pensée qui n'arrête pas. Donc je peux être très fort dans le concept, mais si ce concept ne descend pas dans la matière, dans l'incarnation, et s'il ne devient pas une expérience, en réalité, à quoi il me sert ce concept ? Dans la réalité du vivant, il ne me sert à rien. Dans la réalité du vivant, il ne me sert à rien. C'est-à-dire que la nature, elle est extrêmement mathématique, elle est extrêmement structurée, ok ? Mais c'est au service de la créativité. Hein ? Vous prenez un arbre. Imaginons que le tronc, ça soit la structure. On va dire le côté masculin. Ok ? L'alignement, le côté masculin, la structure. Bien. Mais si on ne garde que le tronc, on s'ennuie à mourir. Il ne se passe rien. D'accord ? Bon. Mais c'est parce que si on ne prend que le côté féminin de l'arbre, c'est-à-dire les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs, ok, mais ça ne peut pas exister sans le tronc. Ça ne peut pas exister sans la structure. Hein ? Bien. Donc, on est dans une espèce de monde où on a opposé les intellectuels, par exemple, aux poètes, ou les mathématiciens aux poètes, ou etc. Alors qu'en fait, nous avons tous ces compétences-là. Et nous avons tous besoin de ces compétences-là. Ok ? S'il n'y a que le tronc d'arbre, et qu'il n'y a pas les branches, et qu'il n'y a pas les feuilles, et qu'il n'y a pas les fleurs, et qu'il n'y a pas les fruits, on s'ennuie à mourir. D'accord ? Et sans le tronc, il ne peut pas y avoir les branches et les fruits. Donc il y a cette idée, quelque part, de réconciliation intime. Et ça ne peut pas être un concept. C'est-à-dire, oui, ça peut être un concept. Je peux faire quelqu'un de très brillant, de très éloquent, de très instruit, de très érudit, va pouvoir faire des conférences et écrire des bibliothèques. Mais est-ce que ça va être incarné ? Hein ? Donc la question, en fait, c'est comment incarner, comment vivre dans le quotidien ce concept en soi. Et là, on est bien sur comment marier, justement, les deux polarités masculin-féminin. Ça va ? Alors, ce qui serait intéressant de traiter, ça serait de voir comment fonctionne un humain. Comment fonctionne un humain et comment on peut faire sien ce concept, mais pas pour qu'il reste au niveau de la pensée, mais pour qu'il descende dans le véhicule. L'expression que j'emploie régulièrement, ici et là, quand j'anime des stages ou que je fais des conférences, c'est « Notre corps est un véhicule de haute technologie naturelle ». Notre corps est un véhicule de haute technologie naturelle. Et il y a absolument toutes les options dedans. Toutes les options. Je vais vous lire quelque chose qui, pour moi, résume parfaitement la chose. Un auteur que vous connaissez sans doute, c'est un maître contemporain. Je sais jamais comment on le prononce. Edgar Tolle. Je ne sais pas si on dit Edgar Tolle ou Edgar Tolle. Edgar Tolle, ok. Écoutez ce qu'il dit.
non seulement la présence au corps vous ancre dans le moment présent, mais elle est la porte qui vous permet de sortir de la prison qu'est l'ego. Cette présence au corps stimule également le système immunitaire et la capacité d'auto-guérison du corps. Tout est dit. Alors, notre condition humaine, en gros, c'est quoi? Bon, imaginez que c'est dans le sens. Mais en gros, c'est de faire le lien entre prise de terre et prise de ciel. En fait, nous sommes comme des antennes, ok? Et sur cet axe ici, qui irait, on va dire, de la terre vers le ciel, ici, hein, imaginez là, c'est un petit bonhomme, ok, c'est un petit bonhomme, voilà, ok, hop, voilà, là il n'est pas en lévitation, hein. Il pourrait, bon. Donc, nous avons des centres, ok? Il y a des centres. Alors, on a plusieurs centres, vous connaissez, hein, les chakras, etc. Bon, donc on va y aller. Hein. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, je me suis un peu planté, 6, 7. Bon. Alors, pour que cette connexion puisse avoir lieu, il faut que le tube ici soit nettoyé. D'accord? Imaginez ici, les gens qui, par exemple, pratiquent la méditation. Quand vous êtes en méditation, hein, j'ai pratiqué la méditation zen pendant longtemps avec justement le maître japonais en question. Bien. Au début, qu'est-ce qui se passe? Au début, il se passe qu'on se bagarre avec le corps, parce que c'est pas évident. Hein, il faut que la colonne soit droite. Il y a plein de formes de méditation. Hein, on peut méditer allongé, on peut méditer assis. On peut méditer en posture, hein, quelles que soient les postures. Il y a différentes postures. Il n'y a pas une posture de méditation. Il y en a plusieurs. Bien. Si je prends la posture qui permet d'avoir la colonne droite, hein, que vous soyez en seiza, en lotus, en demi-lotus, ou que vous soyez sur une chaise. Une personne âgée qui a des problématiques dans son corps peut très bien faire l'expérience de la méditation sur une chaise, puisque la seule chose qu'il faut mettre dans l'axe, c'est la colonne vertébrale, en fait, c'est tout. Bon. Donc au début, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a mal, parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Donc on va un petit peu se batailler avec cette posture. Hein. Ça va nous faire mal, etc. etc. Bien. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe en pratiquant? Il se passe que on va commencer petit à petit à abandonner, hein, littéralement, la sensation de tout ce qui n'est pas justement cet axe. Et on ne va sentir que l'axe. Bien. Et là, on va se rendre compte que si ici le tube n'est pas nettoyé, eh ben, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes. On ne va pas pouvoir être dans ce ressenti, hein, de connexion tertielle. Et en fait, on va avoir du mal à percevoir c'est quoi être humain, finalement. Hein. C'est quoi être humain? Alors, on est obligé, on ne peut pas faire l'impasse, des émotions. Bien. Ici, alors je vais comment dirais-je, illustrer mon propos, d'accord? Bien. Ici, hein, en Orient, et en particulier Chine-Japon, ici, c'est ce qu'on appelle l'océan des émotions, d'accord? Hein, l'océan des émotions. Donc ici, parfois, c'est la tempête. Hein, bien. Donc ici, il y a un premier palier. Bien. Au niveau du plexus, hein, qui correspondrait au pouvoir personnel, ça peut être aussi un petit peu chagriné. Hein. Oui. On pourrait avoir ici aussi, au niveau du chakra cœur, pareil, la sensation d'étouffement, la sensation qu'on a comme un carcan. Bien. D'ailleurs, quand souvent ici c'est trop contrarié et qu'on a accumulé trop de stress, trop de tristesse ou trop de colère ou trop de non-dit, qu'on a avalé trop de couleuvres, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que souvent ici, il y a un problème sur ce chakra-là aussi, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à verbaliser. Okay? Bien. Donc, pour beaucoup de gens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des tempêtes émotionnelles, des chocs émotionnels,
ok, qui vont arriver ici, dans l'océan, ici, hein, des émotions. Ça va travailler. Hein, les gens vont aller jusqu'à se déclencher des maladies. Ok, bien. Et puis, ça peut serrer le plexus. Donc, notre pouvoir personnel, il est verrouillé. Notre cœur peut être serré. Et puis, on va avoir du mal à verbaliser. Et tout ça, qu'est-ce que ça crée, en fait? Ça crée que, en fait, le tube, il va être, en place d'être droit, il va être comme comprimé. Et le carburant, évidemment, de ce vaisseau spatial de haute technologie naturelle étant la respiration, on va avoir une respiration qui va être de plus en plus réduite. Et donc, et puis le stress, et donc le système immunitaire va être fragilisé avec toutes les conséquences, etc., etc. Bien. Donc, comprendre ce concept d'un point de vue intellectuel, en fait, ça ne résout rien. Il ne s'agit pas de comprendre ce concept d'un point de vue intellectuel. Il s'agit en fait après de le rendre opérant du point de vue de la matière, du point de vue de l'incarnation, du point de vue de nos corps physiques. Hein, bon. Nous avons plusieurs corps. Okay, corps physique, corps émotionnel, corps mental. Hein, et puis, on va dire, corps spirituel, corps énergétique. L'ensemble de ces corps ayant une émanation électromagnétique. Bien. Vous entrez dans un lieu. Et vous sentez que l'atmosphère est une atmosphère tendue. On peut le ressentir vibratoirement. Il y a quelque chose qui se passe dans l'électricité. Même si les gens ne vous agressent pas, même si les gens ne vous disent rien. Mais votre corps, lui, qui va ressentir les choses, il va parfaitement sentir que cet électromagnétisme est un électromagnétisme dégradé, ou en tout cas nocif pour soi. Ok ? Bien. Donc, si notre corps émotionnel. Hein, notre émotion est une émotion négative. Et que notre mental, hein, et en particulier notre mental inférieur, bon, avec évidemment le capitaine à l'œuvre qui va être notre ego, eh bien, on va avoir une émanation, une double émanation électromagnétique négative. Le corps émotionnel qui est en ébullition, qui est blessé, ou qui est triste, ou qui est en colère, va créer une émanation négative. Le mental inférieur avec l'ego qui va... Et puis ça devient... c'est la rumination, après. Hein, c'est la rumination. Et tout ça va faire qu'il va y avoir une émanation électromagnétique qui va être une émanation électromagnétique nocive. Et on va, comme ça, se déclencher des maladies, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Je vous perds pas? Bien. Alors, concrètement, comment marier nos polarités? Comment marier notre masculin et notre féminin? Bien. Quelque part, c'est un peu comme le oui et le non. Hein? Imaginez que dans ce concept-là, imaginez que par exemple nous ayons un oui et un non. Bon. Qui peut affirmer qu'il est juste de dire tout le temps non? Personne. Qui peut affirmer qu'il est tout le temps juste de dire oui? Personne. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que parfois ce qui est juste c'est de dire non. Et parfois ce qui est juste c'est de dire oui. Ok? Bon. Alors, si on essayait de... Hein, donc masculin, ok, féminin. Bien. L'intuition, par exemple, elle est ici. On est d'accord? L'intuition, elle est là. D'accord? Par exemple, ici, eh bien, on pourrait dire que c'est la logique. Hein? On pourrait dire que ici, c'est le rationnel. Hein? C'est le rationnel. Ici, c'est l'intuition. Bon. Donc ici, on pourrait dire qu'on est dans le mental. Et ici, on pourrait plutôt dire qu'on est connecté au cœur, en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous parle, ça? Bon. Alors...
Là, il y a un enjeu incroyable quand même. Le maître japonais en question me disait au début du travail avec lui, il me disait, tu dois cultiver ton intuition. Tu dois faire l'expérience de ta propre intuition. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au début, comment faire pour identifier, pour faire la différence entre l'intuition et le désir, par exemple? La frontière, elle n'est pas toujours évidente. Hein. C'est comme la frontière entre, ce que je disais tout à l'heure, la frontière entre l'obstination et la persévérance. Des fois, on s'interroge. Hein. Je veux dire, moi, ça fait un certain nombre d'années que je galère à essayer d'expliquer ça. Hein. Ça fait des années que je ne suis plus dans le circuit habituel, on va dire, du travail ordinaire dans la société ordinaire. Et puis, je galère. Hein. Vous imaginez, vous créez une méthode, personne n'est connu, vous n'êtes pas connu, et vous dites aux gens, en gros, on est tous des danseurs étoiles et des maîtres en arts martiaux. Bon, hein, c'est comme prendre un haut-parleur et puis aller gueuler dans le désert, quoi. Bon. Donc, il faut une certaine persévérance. C'est pour ça, merci d'être là. Alors, l'intuition. Parlons de l'intuition. Comment on va se connecter à l'intuition? Alors, évidemment, c'est écouter cet espace-là, plutôt que celui-là. Hein. Comme je dis souvent, en fait, c'est comme si nous avions deux énormes nuages quantiques au-dessus de nos têtes. Hein. Le nuage des infinies possibilités harmonieuses connectées ici, hein, et le nuage des impossibilités, le nuage des infinies possibilités merdiques connectées ici. Bon. Alors, ce qui va nous permettre, en fait, de toucher notre polarité féminine, c'est quoi? C'est l'aquatique de notre corps. Ça, c'est pas un concept, hein, c'est un fait. Hein. 99,7% du nombre de molécules dans le corps sont des molécules d'eau. Nous venons de là. Hein. Nous sommes de la flotte. Bien. L'eau est un capteur et diffuseur d'informations. Hein, il y a plein de travaux là-dessus, allez voir, c'est bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer d'illustrer un peu mon propos justement avec le corps. Bien. Imaginez une personne qui est dans un moment de sa vie crispé, tendu, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans la matière du corps, il va y avoir un serrage, un verrouillage, ok? Hein, il va y avoir des nœuds, etc. Bien. Donc, quelque part, c'est le côté yang qui est en train de prendre le dessus, ok? C'est-à-dire, si je reprends l'histoire de l'arbre et du tronc d'arbre, c'est comme si la rigidité du tronc d'arbre était en train aussi de gagner la totalité de l'arbre. Hein, comme si les feuilles elles-mêmes étaient en train de se rigidifier, de se sécher. Ok? Bien. Si je veux guérir ici, cette zone-là, hein, je n'ai pas d'autre choix dans le véhicule hein, de haute technologie naturelle, ce fameux vaisseau spatial, je n'ai pas d'autre choix que de me connecter à l'eau de mon corps. Alors, il y a plusieurs outils. Hein. On peut avoir des mouvements dans le corps qui font qu'on va sentir les fluides. Hein, on va sentir les fluides. Bien. Donc l'un des premiers, la guérison, elle passe par le féminin. Si je suis crispé, je suis en hyper yang, je ne vais pas rajouter encore plus de crispation dessus. C'est pas possible. Donc pour me guérir, qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Je vais être obligé d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes. Et quand les portes sont ouvertes, l'énergie va circuler. Ok? Bien. En bamboudo, on va travailler beaucoup, par exemple, avec Neko. Neko, c'est le félin. C'est l'esprit du félin. Bon. C'est cet esprit-là, du félin, qui va nous permettre de, en fait, remettre en place toute la structure osseuse, les ligaments, les muscles, etc. Bien, tout ça. C'est-à-dire qu'on va littéralement se mettre en fluidité.
Bon, ça c'est un premier palier. Deuxième palier, on va aussi travailler sur la fluidité au niveau notamment de nos organes intérieurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accédé à notre fluidité naturelle, et là, je vous rassure tout de suite, cette fluidité-là, nous l'avons tous. En fait, par nature, notre corps, il est élastique. Il est fluide. Simplement, nos contrariétés, notre histoire, nos héritages et nos manières de penser font que ça se rigidifie. Ok ? Et plus on a des embêtements, plus ça se rigidifie. Ok ? Et donc, c'est comme si on rajoutait du masculin sur du masculin sur du masculin. D'accord ? Bien. Donc là, l'idée, c'est au contraire de laisser rentrer de la fluidité pour permettre à l'énergie de circuler. Bien. Première étape, au niveau du corps physique. Mais, corps physique, on va dire au niveau de la structure. Si je fais un travail ici au niveau des 3 paliers principaux, par exemple, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Bien. Comment peut-on faire pour scanner son ventre ? Comment peut-on faire ? Avec la respiration. Ok ? Avec la respiration. Donc je vais faire un inspire. Et en faisant cet inspire, je vais gonfler mon ventre. Hein, je vais le faire là. Donc je vais le faire de manière sonore pour que vous entendiez, mais on n'est pas obligé de le faire de manière sonore. Ok ? Bien. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça, en fait ? Il se passe qu'en fait, avec la respiration contrôlée et consciente à partir de mon intérieur du ventre, ce ballon qui se gonfle de l'intérieur vers l'extérieur, en même temps, je me scanne. En même temps, je me scanne. Alors quand je dis « je », c'est pas moi, c'est que tous les humains peuvent faire ça. Hein. On apprend d'ailleurs, hein, aux gens qui viennent travailler avec nous à le faire. Alors ça sert à quoi ? Ça sert justement à nettoyer ici le centre. Ça veut dire à se dégager des émotions négatives qui se seraient cristallisées ici, par exemple. Ok ? Bien. Si je suis dans un état physique et mental qui est crispé, je ne vais pas pouvoir faire ça. Alors évidemment, au début, notamment quand on travaille avec des personnes qui sont très affectées dans leur vie, etc., on va y aller très tranquillement. Là, je vous le fais en version accélérée. Hein, on prend le temps. Bien. Donc ça, c'est un premier palier. Ici, c'est très important. Pourquoi ? En dessous du nombril, ici, nombril, 2 doigts en dessous, le hara. Hein, en japonais, tantiem en chinois. C'est la même chose. Donc, une des questions que me posait le maître japonais, au début du travail avec lui, c'était quoi ? C'était « Où est ton centre ?» Au début, je ne comprenais pas la question. Je pensais que le centre, la plupart des gens pensent que le centre, c'est ici. Hein, à peu près là où serait localisée l'intelligence. Hein. Bon. Mais non. Le centre, si on parle du centre d'équilibre du corps physique, le centre, il n'est pas là. Le centre, il est là. Okay, c'est le hara. C'est-à-dire que si par exemple je veux travailler ici mon équilibre, soit parce que je fais de la danse, soit parce que je fais des arts martiaux, peu importe, eh bien je vais être tenu de travailler sur cette présence consciente ici au niveau de mon hara. Donc je fais une parenthèse aussi, on a tout à revoir du point de vue de l'éducation à l'activité physique. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Hein, je fais une parenthèse. Hein. Bon. Nous ne devons pas faire bouger nos corps avec la volonté. On ne nous a pas appris ça. Hein. Je ne dis pas que la volonté n'est pas utile dans certaines circonstances. Je ne dis pas ça. Je dis que par rapport au travail corporel, la volonté, c'est la pire des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne vivez pas le mouvement à partir de l'intérieur du corps. Ok ? Sur la même gestuelle, regardez, imaginez quelqu'un qui fait de la musculation. Je vous prends la chaise. Imaginez quelqu'un qui fait de la musculation, ok, et qui le fait avec la volonté. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si son œil se mettait à l'extérieur de lui et il est en train lui-même de se juger par rapport à un objectif. Ok ? C'est-à-dire qu'en fait, nous devons passer de la recherche de performance artificielle aux retrouvailles avec les prouesses naturelles. Donc il y a de quoi être en pétard, hein, notamment au niveau de l'éducation, notamment par rapport à nos enfants. Parce que ce qui se passe, c'est que si je travaille avec la volonté, qu'est-ce qui se passe en fait
dans l'intimité corporelle ici, c'est qu'en fait, ce que je suis en train de dire à mon corps, dans l'intimité, c'est je suis en train de me battre avec toi. Je me bats contre toi, mon corps. Si je fais le même geste, mais que en place d'agir avec la volonté, d'actionner la volonté, je le fais du point de vue du ressenti, c'est-à-dire de ce qui se passe à partir de l'intérieur du corps. Peut-être qu'après ce mouvement-là, peut-être que mon corps va demander peut-être ce geste-là. Vous comprenez ce que je dis ? Bien. Deuxième palier, ici. Si je ne suis pas connecté à mon féminin, je ne vais pas pouvoir libérer ici ce chakra-là. Donc pareil, le travail de l'inspire, un petit ballon qui se gonfle de l'intérieur vers l'extérieur, à faire ici sur ce chakra-là. Je vais le faire. Même principe. Et en même temps qu'on le fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va scanner son intérieur. Ce ballon qui se gonfle de l'intérieur vers l'extérieur, il se gonfle dans toutes les directions. Donc quand on le fait, on peut mettre sa conscience dedans. Et quand sur le parcours de ce ballon qui se gonfle, vous localisez un endroit qui est grippé, un endroit qui est souffrant, eh bien, je vais mettre ma conscience dessus, à l'endroit de la gêne. Et si je mets ma conscience à l'endroit de la gêne, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on prenait une lampe torche et qu'on allait voir l'endroit en question. Et là, vous respirez consciemment dedans et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'énergie de la respiration va aller se mettre à cet endroit-là. Et donc, vous allez accélérer les processus de guérison. C'est pas des bêtises, hein. C'est pour ça que des fois, je me dis, mais punaise, on a les outils, vous comprenez ? Hein ? Parfois, les gens croient que je suis en pétard contre la médecine conventionnelle. Je ne suis pas en pétard contre la médecine conventionnelle. Non. On a besoin aussi de la médecine conventionnelle. Là où je suis en pétard, c'est cette espèce de faculté qu'a très souvent la médecine conventionnelle à considérer que c'est les seuls outils qui existent. Mais enfin, non. Alors, troisième palier, je vous le montre parce que je constate que pas beaucoup de gens travaillent sur ce palier-là, y compris des pratiquants de certaines techniques. Hein. Plexus solaire, pareil, on va gonfler le ballon ici aussi. Donc ici, plexus solaire, ok, ici, bien. Je vais envoyer l'air simplement ici. Donc pareil, inspire. Donc là, je vais scanner, en même temps que je le fais, je scanne ce qui se passe à cet endroit-là. Et en le faisant, si jamais il y a une douleur, eh bien évidemment, je vais pouvoir envoyer la respiration dedans. Et nettoyer. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu ? Alors, l'intuition et la logique. Alors, ça c'est une vraie question. C'est une vraie... Parfois ça peut être déchirant. Ce que me raconte ma logique et ce que me raconte mon intuition. Alors, exemple. Mon intuition va me dire, je dois faire ça, peu importe ce que c'est, hein, ou je dois aller là. Et mon rationnel, lui, il va dire, non, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, etc. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous ? Voilà. On écoute le rationnel et on n'écoute pas l'intuition. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que concrètement, la plupart des personnes utilisent leur masculin pour piétiner leur propre féminin. Donc ça a des conséquences. Pourquoi ? Parce que si moi-même, en moi, j'ai pas justement protégé mon féminin avec mon masculin, ça veut dire que du coup, j'ai pas marié mes polarités, ça veut dire qu'elles se tournent le dos.
Et ça veut dire que quand je suis en relation avec l'autre, eh bien, ça va être compliqué. Puisque moi-même, je ne suis pas aligné avec moi-même. Prenons quelque chose qui est très difficile, hein, parfois, en couple. Je suis moi-même dans mes propres antagonismes et déchirements, dans cette relation qui n'est pas une relation harmonieuse entre mon propre féminin et mon propre masculin. Et je rencontre quelqu'un. Et cette personne, elle aussi, n'est pas en paix, n'a pas harmonisé son masculin et son féminin. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 4 fois la panique, quoi. C'est le bordel. C'est 4 fois la panique. Et là, évidemment, après, ce sont les égos qui s'en mêlent, et puis la guerre, et puis voilà, quoi. Et puis on y est, quoi. Ça vous parle, ce que je dis ou pas? Alors, là-dedans, il y a aussi quelque chose de très important que j'avais déjà évoqué il y a quelques années maintenant, quand j'étais venu ici. La question des rythmes. Hein, la question des rythmes. Nous avons tous un rythme qui est un rythme naturel d'harmonisation entre notre corps et notre esprit. Et nous avons tous la possibilité de faire émerger, de ressentir ce rythme d'harmonisation corps-esprit. Et très souvent, ce rythme-là, on peut le sentir, on peut le toucher dans la lenteur. Dans la lenteur. Bon. Mais tout est fait pour que nous soyons en permanence dans l'agitation. Ok ? J'en ai parlé déjà il y a quelque temps. Mais si je suis dans un rythme saccadé et agité, ok, qui est à peu près comme ça, comment voulez-vous que je sois dans une posture avec suffisamment de recul pour observer réellement ce qui se passe et à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi? Ça va être très très compliqué. D'où l'importance, et ça c'est une invitation forte que je fais tout le temps avec les gens qui viennent travailler avec moi, hein, c'est prenez du temps pour vous occuper de vous. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'égoïsme, c'est fondamental. C'est fondamental. Ça va? Alors, nous pourrions parler du lien ici. C'est-à-dire, dans le corps, puisque mon propos, c'est quoi en fait? Mon propos, c'est en effet d'essayer de partager des outils que nous avons tous, hein, pour que chacun puisse se les révéler, hein, à lui-même, que chacun finalement fasse la découverte, hein, de son potentiel. Quand les deux polarités sont mariées, qu'elles ne s'opposent pas, c'est comme si nous déplions un éventail, imaginez un éventail, okay, qui se déplie de l'extrême féminin à l'extrême masculin. Et là, nous sommes dans notre amplitude de vie. Ça veut dire que par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, nous allons pouvoir choisir la partie de l'éventail qui correspond de manière juste à la situation en question. Si les polarités ne sont pas mariées, si mon masculin n'est pas marié avec mon féminin à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je peux basculer d'un extrême à l'autre. Et que ma bascule ne va pas correspondre forcément à ce qu'il est juste de faire par rapport à la situation. Exemple, vous avez des gens, j'ai connu dans mes élèves aussi, dans mes pratiquants, des gens qui, par exemple, y compris des hommes, je pense à un homme en particulier, qui était vraiment très 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 sensible. Hein. Donc une véritable éponge. Hein. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire tout ce qui traîne, il le ramasse. Tout ce qui traîne. Je ne parle pas qu'au niveau des maladies ou des microbes. Hein. Non, je parle des influences négatives ou des énergies nocives que les gens vont venir déposer sur eux. Ils vont tout prendre. Ils sont sensibles, ils vont tout prendre. Okay, bien. Du coup, comme ils en ont marre
de prendre, qu'est-ce qu'ils vont fermer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout fermer. Et donc, trop ouvert, trop fermé. Trop ouvert, trop fermé. Mais c'est épuisant. C'est complètement épuisant. Hein, et puis ça peut amener après des conséquences en termes de déprime, de dépression. Ça peut amener des conséquences en termes de santé, tout simplement. Hein. Bon. Donc, si petit à petit, je fais l'expérience dans mon corps, que en effet, ce n'est pas un concept, que en effet, ce n'est pas une idée, cette histoire d'élasticité. Hein. Je vais donc pouvoir aller chercher dans l'éventail, de cet éventail, qui va de mon extrême féminin à mon extrême masculin, la partie correspondant à la situation, sans que je sois obligé et sans qu'au final je subisse une situation, soit dans laquelle je suis une véritable éponge, soit dans laquelle j'ai sorti l'artillerie lourde pour mettre à distance, quoi. D'où un petit peu le sous-titre, si vous voulez, de mon propos ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'élévation de conscience ou tout simplement de conscience en dehors du corps. C'est pas possible. C'est-à-dire que nous devons incarner ces principes-là. Sinon, ça reste une idée. Et ça ne vient pas s'imprimer dans le véhicule. Et donc, ça nous est d'aucune utilité en réalité, quoi. Ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite pause et qu'on ait un échange, si vous voulez. C'est un peu une introduction. Si vous avez une question, si éventuellement je peux y répondre, ou quelque chose que vous souhaitez que je précise, hein, parce que là, on a un peu le tableau général. Hein. Si vous voulez, sinon je continue. Je veux dire que 90% des choses qui se passent dans notre corps nous est complètement inconnu. Oui. C'est ça qui est un peu embêtant. Oui. Oui. Donc, le principe, je suppose, c'est de retrouver ces possibilités de façon à ce qu'elles nous soient bénéfiques, quoi. Oui. Oui. C'est-à-dire que... Il y en a beaucoup. Oui. Ben, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il ne nous manque rien. Et ça, c'est difficile à imaginer. Parce qu'on a construit une civilisation sur le manque. Manque de tout. Alors qu'en fait, la réalité du fonctionnement du vivant, c'est pas le manque, c'est l'abondance. Et notre corps, qui est inclus dans ce grand vivant, lui, il n'échappe pas à cette règle-là, en fait. Tout ce que nos ancêtres nous ont balancé au point de vue peur, angoisse, peur de pas se nourrir, peur de la guerre, c'est quelque part chez nous, ça. Oui. Alors, bon... Ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, dans cette découverte et cette plongée dans le corps, c'est qu'on va pouvoir aller explorer d'autres corps, et notamment le corps énergétique. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs, par exemple, qui sont ressenties dans le corps physique et qui sont en effet cristallisées dans le corps physique. Et là, la médecine conventionnelle va les identifier. Radio, scanner, etc. Ah, j'ai un truc ici, etc. Je vais aller faire une radio. Ah ben, en effet, monsieur ou madame, vous avez... Ok, très bien. Mais parfois, il y a des douleurs qui sont ressenties par la personne, mais qui ne sont pas cristallisées dans le corps physique. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur l'arrière-plan énergétique. Bon. Eh bien, on peut, avec la conscience, voyager sur l'arrière-plan et reprogrammer ça. Et des gens qui viennent, par exemple, en stage, qui n'ont jamais travaillé, avec moi, qui n'ont jamais fait du bamboudo, simplement avec des exercices de préparation, qui sont des exercices d'installation de la conscience dans le corps. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est, ok, c'est un véhicule de haute technologie naturelle, mais est-ce qu'il y a le pilote? C'est ça la question. La plupart du temps, le pilote, il est à côté du véhicule. Donc, quand avec des exercices de base, on installe le pilote dans le véhicule, eh bien là, il va y avoir comme l'apparition du véritable tableau de bord, du vrai mode d'emploi du véhicule. Hein. Regardez. Bon, j'avais pas prévu de le faire ce soir, mais c'est pas grave. Je vais demander à notre ami ici de me plier le bras, d'accord ? C'est un exercice qui est connu par les pratiquants martiaux d'un certain niveau. Bon, voilà. Donc, regardez, vous allez voir. Regardez. Dans un premier temps, face, donc,
il va y avoir son objectif, ça va être de me plier le bras. Okay, moi, l'objectif, ça va être de résister. Okay, et je vais résister d'abord dans la matière. Okay, donc, il va y avoir force-force. Puis bon, il y a un gaillard en face, donc, ok. Vas-y, tu fermes. Voilà. Donc, vas-y, appuie ici, voilà. Donc, regardez, il y a une mobilisation ici des muscles. Ok, il y a une mobilisation. Ça, c'est corps de matière. Très bien. Maintenant, je fais autre chose. Ok, c'est-à-dire, je ne vais pas du tout utiliser une quelconque force physique. Regardez, c'est tout mou. Tu sens la différence? Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Merci. Il se passe quoi en fait? Il se passe que la force, l'énergie du partenaire, en fait, plutôt que... Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si le corps est comme ça, la psyché, l'esprit, la conscience, elle est comme ça. Donc quand je vais commencer à ouvrir les portes du corps, eh bien, la conscience aussi va accéder à d'autres plans. Okay, bon. Donc là, très concrètement, par rapport à cet exercice-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, plutôt que de focaliser mon attention sur « il y a une action » et donc il y a une contraction, contre-action, en fait, je vais simplement laisser l'énergie circuler et je vais m'en nourrir. En plus, ça va m'ancrer. Okay, et je visualise que cette énergie permet, en fait, c'est comme s'il y avait un tube ici, et là on est dans l'énergie. Tout simplement, on est dans l'énergie. Okay, bon. Ça veut dire que quand vous êtes ici en train de travailler sur vous, que vous êtes en train ici de soigner vos viscères, que vous pouvez voyager, hein, au niveau du foie par exemple, hein, ici, ou que je remonte dans l'espace cœur ici, je vais respirer ici au niveau du cœur par exemple. Bon. Je ne suis pas un extraterrestre. Hein? Ce sont des outils que nous a donnés la nature et que nous avons tous. Vous comprenez? Hein? Donc, quand, avec la conscience, on se rend compte qu'on peut voyager à l'intérieur du corps, qu'on peut littéralement accélérer les processus de guérison, hein, eh bien, on peut aussi faire la même chose sur l'arrière-plan énergétique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si nous avions une espèce de double pot ici, hein, et nous pouvons mettre notre conscience avec des exercices simples, on peut aller mettre sa conscience derrière. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller reprogrammer comme une espèce de grille à l'arrière-plan, hein, parce que parfois, c'est cette grille qui est crispée. Et c'est pour ça que dans beaucoup de situations, il y a des gens qui ressentent des douleurs, ils vont aller faire des scanners et tout ce que vous voulez, et en fait la médecine conventionnelle ne trouve rien, simplement parce que c'est pas cristallisé dans le corps physique et que c'est dans le corps énergétique derrière. Et notre conscience a le pouvoir d'aller voir ce qui se passe derrière et de reprogrammer les choses. Je vous remercie de votre question. Vous avez parlé de 3 enseignements du maître. Oui. Ce sont lesquels les 3 enseignements? Ah. Super. Il faut savoir que je prépare rien, hein, parce que bon. Donc merci parce que des fois je m'égare dans les branches de l'arbre. C'est ce que me disait le maître. Reviens dans le tronc. Alors, les 3 enseignements. Le premier c'était revenir dans le corps, revenir dans le corps. Hein. Quand vous voyez toute cette espèce de forcing sociétal, hein, de consommation d'électronique à outrance, c'est des outils super, ok. Mais quand vous passez votre journée derrière un écran, hein, et qu'on ne marche plus pieds nus, je veux dire, j'ai une de mes élèves hein, qui donne des séances de bambou d'eau dans les écoles pour les enfants. Hein. À un moment donné, il a fallu qu'elle bataille, parce qu'elle faisait marcher les gamins pieds nus sur la terre. Hein? Il n'y a pas un endroit aujourd'hui quasiment en ville qui ne soit pas goudronné de plastique, soi-disant pour que les gamins ne se fassent pas mal quand ils descendent le toboggan. Mais il faut arrêter le délire. Il faut arrêter le délire. Hein? Vous marchez pieds nus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la terre, elle vous nettoie. Il se passe que la terre, elle vous donne de la force. Vous marchez en forêt, vous prenez le... Je m'égare. Donc, premier enseignement, celui-là. Deuxième enseignement, pas de stratégie. Pas de stratégie. Et troisième enseignement, honnête, c'est tout. Ça paraît simple, hein? Alors, pas de stratégie, je veux bien qu'on y revienne. Pourquoi? Parce que
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous êtes dans ce lien entre le masculin et le féminin, dans notre propre lien, dans notre propre mariage, hein, entre notre masculin et notre féminin, ce qui se passe, c'est que finalement, on va accéder à l'instant présent. Et l'instant présent, alors, l'instant présent, il contient tous les temps. Je m'explique. Pas de stratégie, ça veut dire quoi? Pour la plupart d'entre nous, imaginez, imaginez passé, présent, futur. Ok? Je vous le fais dans l'autre sens. Ici, il y a le présent. Là, il y a le passé pour moi, et là, il y a le futur, par exemple. Bien. Si je suis ici, c'est-à-dire que je ne suis pas connecté là, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que je suis obligé d'aller chercher des informations dans le passé pour aller organiser mon futur, qui me fait peur. Hein? C'est-à-dire que je vais prendre des éléments dans cette logique rationnelle ici, pour aller prendre des éléments du passé, pour aller organiser mon futur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le seul temps réel, en fait, il est réduit. Et c'est là où les ennuis commencent, en fait. Ou plus exactement, c'est là où les ennuis perdurent. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont commencé. Je ne sais pas si je suis clair. Je peux vous assurer que, même si depuis maintenant un certain nombre d'années, je pagaille à essayer d'expliquer ça et de partager ça, je peux vous dire que j'ai quand même un certain confort de vie. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin de stratégie. Et ça, je peux vous assurer que c'est un certain confort de vie. Parce que quand vous passez votre journée à essayer d'imaginer ce qu'il faut faire, pas faire, par rapport à telle circonstance, par rapport à telle personne, pour essayer de calculer ceci ou cela, ça vous met dans un état de stress. Et au final, vous abîmez et nous abîmons notre véhicule. C'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. Alors le lâcher prise au sens où vous faites dans l'instant présent ce que vous devez faire en fonction de ce que votre intuition vous dit de faire. C'est-à-dire que finalement, vous voyez arriver, nous sommes confrontés en permanence à des choix. En permanence, toute la journée. Il y a des petits choix, des moyens choix, des grands choix. Mais toute la journée, nous sommes confrontés en permanence à des choix. Tout le temps. Bien. Alors, face à ces choix, si je suis dans mon intuition, j'ai plus besoin de réfléchir pour savoir si ma réponse c'est oui ou si c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être mon véhicule, mon antenne tertielle qui va donner la réponse. Ok? C'est-à-dire, on va me faire une proposition. Parfois, j'ai eu, je citerai pas la méthode en question, mais une méthode, des gens qui étaient dans une méthode, genre méthode un peu à l'américaine, ok? Qui prend contact avec moi, qui commence à savoir un petit peu le travail que je fais, et ils veulent que je travaille avec eux. Bon. Et ils se font beaucoup d'argent avec leur méthode, un peu à l'américaine. Puis en plus, quand c'est un peu une méthode à l'américaine, en plus, en général, il y a la com qu'il faut avec. Donc tout est nickel, quoi. Hein. Bon. Alors, mon rationnel. Ah, intéressant. Je vais arrêter de pagayer. Mais mon intuition, elle dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont bien compris qu'avec, on va dire, avec le bambou d'eau, j'amène un panel qui fait que les gens, en fonction de là où ils sont, peuvent attraper un fil à eux-mêmes. Okay, et que eux, cette méthode américaine, en fait, ce qu'ils proposent, c'est à peine un petit bout de ce que nous, on propose en tant que pratiquants authentiques. Donc, ils ont tout intérêt à travailler avec moi. Okay, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, mon intuition, c'était non, quoi. Mon intuition, c'était non. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous n'êtes pas dans la stratégie et que vous êtes connecté à l'intuition, eh bien, cette fatigue-là de la stratégie, vous ne l'avez plus. Voilà. Bon. En plus, ce qu'on pourrait quand même évoquer aussi, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que la science, je parle de la vraie science, hein, évidemment,
est en train de nous démontrer ça. Hein. C'est-à-dire que l'intuition est connectée au cœur, et cet espace-là, il est connecté à un champ d'information bien plus vaste que ce champ d'information réduit ici. Ça veut dire que quand votre intuition, elle dit, même si vous ne savez pas pourquoi, du point de vue de la logique mentale, mais que votre intuition, elle vous dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que je dois faire, eh bien faites-le. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations intuitives qui ne sont pas encore descendues dans le rationnel, mais votre intuition, elle sait pourquoi elle doit passer par ce chemin-là. Et à un moment donné, vous allez avoir la preuve que votre intuition était fondée. Okay ? Ça nous arrive tous, on le sait. Hein. Votre intuition, elle vous dit, je ne dois pas faire ça, mais votre mental, il vous dit, non, je le fais quand même. Et puis, paf, on se prend un mur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas écouté l'intuition. L'intuition, c'est le côté féminin. Hein. Alors, j'ai beaucoup parlé de cette polarité féminine parce qu'il me semble que nous devons la retrouver. Parce que c'est par là que passe la guérison. Mais ça n'exclut pas le côté masculin. Je vais vous faire un petit schéma. J'espère que je vais être un peu meilleur, un peu plus performant en dessin aujourd'hui. Alors, imaginez quelqu'un qui n'est que dans la polarité féminine. Ok ? Vous avez un cercle, voilà, avec de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. Ok ? Bien. Donc, si je ne suis que dans ma polarité féminine, en fait, c'est comme si ce cercle, en fait, il était à plat. Il était à plat. C'est-à-dire, certes, je suis en contact avec l'aquatique de mon corps, donc j'ai un certain nombre d'informations, je peux même être connecté à mon intuition, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il manque la structure. C'est-à-dire, il manque le masculin. C'est-à-dire que imaginez qu'au milieu de ce cercle d'eau, eh bien, il y a un point duquel part une verticalité, et donc votre cercle plat, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient une sphère. Il devient une sphère. Et là, nous sommes dans notre condition d'humain complet, c'est-à-dire à la fois avec notre qualité aquatique, de sensibilité, de perception de l'information, et à l'intérieur, nous avons la structure qui nous permet d'agir. Hein ? On peut voir des types de personnes comme ça, où les personnes ne sont que dans l'aquatique. Les éponges. Hein ? Mais après, ça va être difficile dans l'action. Mais nous avons aussi le contraire. C'est-à-dire, nous avons des gens qui ne sont que dans la structure et qui se sont coupés complètement de leur sensibilité. Alors qu'en fait, il faut unir les deux. Je voulais faire une petite référence à quelque chose que j'aime particulièrement. Patrick Bronstein-Rice, le chimiste, qui dit, lui, dans le dernier livre qu'il a écrit, 3 mots à retenir. Je voulais savoir si tu étais d'accord, c'est-à-dire silence, immobilité et alignement. Oui. Parce qu'il dit que si on est tout le temps en mouvement, comme tu dis, eh ben, que le silence n'est pas là, on ne peut pas se connecter, relier, on va dire, à cette chose. L'alignement, comme tu nous expliquais tout à l'heure, et l'immobilité, c'est pareil, c'est pour pas qu'il y ait ce mouvement sans cesse. Oui. Ça rejoint tout à fait, quand j'ai vu ça, ce que moi j'ai appris avec toi à travers Bambudo. La lenteur, est-ce que... je te reprends comme cobaye. Si tu veux choisir la lenteur... voilà. Alors, regardez. Si on parle justement de lenteur et de rapidité, bien. On peut comprendre comment dirais-je ? On peut comprendre l'essence de la vitesse dans la lenteur. Je m'explique. Je fais un geste dans la lenteur. Okay ? Je vais venir après ici très rapidement. Après, je vais aller très vite. Okay, bien. Si je comprends l'essence de la lenteur et du geste, ici. Okay ? Donc là, je suis dans le côté vraiment de sentir les choses, c'est-à-dire la distance à la fois. Hein ? Bon, ok.
dans cette lenteur, il y a une potentialité. Bouge pas. Cette potentialité, c'est quoi? C'est ce point-là. Ok? C'est le point noir dans le blanc, là. Si je considère, par exemple, que dans cette gestuelle-là, il y a le féminin. Les portes sont ouvertes. Je prends l'info. Ok. Bien. Eh bien, c'est cette info dans la lenteur qui va me permettre d'aller très vite. Vous voyez ce que je veux dire? Que si je suis dans une forme mentale de pratique et d'exercice à la rapidité, eh ben, ok, c'est la volonté, c'est la volonté, c'est la volonté, je vais m'abîmer, je vais me faire mal, et en fait, je ne vais pas attraper l'essence du mouvement. Vous comprenez? De la même manière, merci beaucoup, pardon. De la même manière que si je travaille vite, hein, je fais des mouvements, par exemple, bon, peu importe, hein, imaginez que je fais des mouvements rapides. Bon, ok, je fais des mouvements rapides. Ok, peu importe ce que c'est. Hein, peu importe ce que c'est. Mais en fait, si je veux réellement contrôler ce que je fais, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dedans, en fait, ça bouge pas. C'est-à-dire, il y a l'apparence du mouvement à l'extérieur, mais dedans, ça bouge pas en réalité. Donc il faut vraiment que nous arrêtions d'opposer nos polarités. Parce que l'une va... juste un mot, regardez. Si je densifie consciemment, hein, ce sont des exercices qu'on pratique, je vais densifier consciemment mon bras de ici, hein, des doigts jusqu'à l'épaule. Je vais densifier consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire densifier consciemment? Ça veut dire que je vais le faire dans une lenteur d'exécution qui me permette de sentir effectivement, petit à petit, bon là à la limite je vais trop vite, hein, on peut le faire encore plus lentement, hein, mais qui va me permettre de sentir en fait, c'est comme si mon bras était un tube vide et je remplis cet espace vide de force consciente, d'énergie consciente jusque dans l'épaule. Si je le fais lentement, ok, là je suis dans du yang conscient. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette conscience du yang va me permettre maintenant d'aller chercher mon yin. Je vais maintenant dédensifier à partir de l'épaule jusqu'au doigt. Je dédensifie l'épaule, et puis le coude, et puis l'avant-bras, et puis jusqu'au doigt. Ça veut dire que votre conscience, quand vous travaillez du yang conscient, c'est comme si ça faisait... Vous sentez l'énergie rentrer dans le corps. Vous sentez la densification yang. Et comme vous mettez votre conscience sur la trajectoire, quand vous allez relâcher, eh bien vous allez pouvoir plonger dans les profondeurs du corps en ouvrant les portes, puisque vous avez densifié consciemment, et cette conscience dans le yang va aussi se mettre au service du lâcher, et vous allez pouvoir plonger encore plus dans les profondeurs du corps quand ça va être le relâchement yin, féminin. Et on va comme ça pouvoir densifier extrêmement son corps. Ok? Il y avait une question. Oui, c'était un petit détail qu'il y a entre l'Asie et l'Occident. L'Occident considère qu'il y a yin et yang, alors que l'Asie c'est yin-yang. Oui. Et ce petit détail a une énorme signification. Je suis d'accord. Il n'y a pas yin et yang. Tout à fait. C'est ensemble. C'est indissociable. C'est ce que tu expliques. Tout à fait. C'est indissociable, en effet. C'est la même chose. On bascule ça dans la tête et qu'on Tout à fait. yin-yang, Tout à fait. on a déjà Absolument. Absolument. gagné beaucoup de temps. Absolument. C'est très important ce qui est dit là. C'est pas yin et yang, c'est yin-yang, en effet. C'est-à-dire, nous sommes des êtres complets avec ces deux polarités. Absolument. Absolument. Le yang, d'ailleurs, c'est que la frontière doit pas toujours être évidente à discerner. Comment? On trouve la frontière parfois entre les deux, justement, yin yang. Comment la voir? Il n'y a pas de frontière. Justement, D'où le symbole. Hein. Il y a des... En fait, ce ne sont pas des frontières. C'est comme si on prend une pièce de monnaie. Est-ce qu'on peut dire que entre cette partie-là et celle-là, il y a une frontière? Non, c'est le même objet.
Bon, peut-être que l'objet n'est pas super bien choisi, mais vous comprenez ce que je veux dire. En plus, ils sont intriqués l'un dans l'autre. Hein, je vais vous prendre un autre exemple. Au niveau de la respiration, d'accord ? Bien. Le côté féminin de la respiration, puisqu'on parle de principe, hein, le côté féminin de la respiration, c'est quoi ? C'est l'inspire. L'inspire, j'accueille. Hein, quand tout à l'heure, ici, je montrais ces 3 paliers respiratoires, je fais entrer, c'est le féminin. Bien. Quand nous faisons des stages un petit peu avec de la musique, par exemple, sur le côté danse, ou sur le côté martial, quand on a une activité un peu avec une fréquence assez élevée, au début, les gens peuvent être inquiets parce que pour certains d'entre eux, puisque en fait ça concerne vraiment tout public, hein, il n'y a pas besoin d'être sportif pour travailler ces questions-là. Hein. J'ai même envie de dire au contraire. Hein. Ça me fait faire une parenthèse. Puisque le maître japonais avec lequel je travaillais, au départ, je ne savais pas que c'était un pratiquant martial. Il était peintre, c'était un peintre, c'était un calligraphe. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que tu as fait les beaux-arts » J'ai dit non. Il me dit « Super, tu n'as pas été dénaturé. » Bon. La respiration. Donc, les gens, parfois, pensent qu'ils n'ont pas de respiration, qu'ils n'ont pas de souffle. Mais la plupart des fois, la plupart du temps, en fait, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas une bonne synchronisation entre le mouvement et le geste. C'est-à-dire que le geste qui est effectué est un geste yang, on va dire, mais la respiration, c'est l'inspire, ce qui ne va pas. Hein ? Si je fais un geste, par exemple, parfois on s'amuse à débloquer des situations corporelles, émotionnelles, etc., en utilisant un petit peu la danse tribale, par exemple. Hein. Donc, je vous le fais. Hein. Ça fait... Ok, bon. Même si j'accélère, à partir du moment où le temps fort est sur l'expire, mais vous n'êtes plus fatigué. Moi, j'ai eu des dames, notamment d'un certain âge, pendant 2 heures, avec des percussions et tout ça. Alors, vous comprenez ce que je veux dire ? Simplement parce qu'on a calé ensemble le mouvement et la respiration correcte. C'est tout. Alors que la plupart des gens pensent qu'en fait, ils n'ont pas de souffle, qu'ils ne savent pas respirer, etc., etc. Non, c'est juste que le mouvement n'est pas... que la respiration n'est pas calée avec le mouvement, c'est tout. C'est pour ça que je suis un peu passionné, parfois, bon, c'est peut-être mon côté andalou aussi, mais je veux dire, comment dirais-je, je travaille aussi avec des gens qui, parfois, sont dans des difficultés médicales, physiques, très très lourdes, hein. Et on voit des gens qui ont une révélation de leur propre potentiel, quoi. Hein. C'est pour ça que il faut absolument que la médecine conventionnelle comprenne. Ils le savent en fait, hein. Ils le savent, hein, pour la plupart. Hein. C'est parce qu'il y a d'autres enjeux. Hein. Mais il faut que la médecine conventionnelle se rende compte qu'il y a une logique qui est celle de tirer sur les cellules qui ne vont pas bien, et que parfois c'est nécessaire, ok. Hein. Mais il y a aussi une autre manière de fonctionner, qui est celle de donner de la force aux cellules qui vont bien. Hein. Si nous nourrissons nos corps, quand je parle nos corps, justement, c'est nos différents corps, hein. Corps physique, corps émotionnel, corps mental. Hein. On pourrait faire simplement une conférence et un débat simplement sur comment gérer les émotions. Parce que les émotions en soi, elles sont pas néfastes. Hein. C'est fabuleux d'avoir des émotions. C'est fabuleux de pouvoir s'émerveiller. Hein. C'est fabuleux. Bon. Sauf que notre sensibilité
va faire que nous allons être impactés par des situations, par des contrariétés, et qu'on ne nous a pas appris à nettoyer ça. C'est dommage. Alors que nous avons tout en nous pour le faire, avec la respiration et la conscience. Et que ça ne coûte pas en rond, quoi. En plus. Hein. Il y avait une autre... Vous voulez dire quelque chose? Une petite parenthèse au sujet des arts martiaux. Oui. Les Japonais avaient l'esprit. Les Occidentaux sont allés chercher des techniques. Ils ont rapporté des techniques en Occident et en oubliant complètement l'esprit. C'est ce qu'on trouve sur les tatamis un petit peu partout. Et bon, c'est peut-être en Aikido. L'aïkido, c'est différent. Il y a un esprit beaucoup plus. Il faut faire de la compétition. Alors, la compétition, premier dan, premier grade, ceinture jaune, ceinture machin. Bon, Il n'y a pas de grade avec l'aïkido, Moi, vous savez, j'ose même plus dire aujourd'hui presque que je pratique des arts martiaux. D'abord parce que du point de vue de ce que ça veut dire vraiment. Hein, arts martiaux, normalement, c'est l'art de la guerre. Bon. Moi, je suis plus dans ce qui pourrait être qualifié les do en japonais, do, c'est-à-dire les voies. C'est-à-dire en fait des voies d'épanouissement personnel, des voies d'accomplissement personnel. Hein, voilà. Bon, moi j'ai fait de la compétition aussi à un certain niveau. J'ai été pendant un certain temps dans les fédérations et je m'en suis complètement retiré. Et quand il y a eu cette révélation en moi de comment ça fonctionne vraiment, tout ça, je me suis dit mais je peux pas. Je peux pas être dans ces circuits-là. Parce qu'en fait, on ne parle pas le même langage. Hein. Ce qui les intéresse, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est la compétition, c'est les grades, c'est les machins, c'est les trucs. Mais est-ce que réellement... Alors, évidemment que dans le sport, il y a de la fraternité, il y a de la camaraderie, il y a tout ça, il y a toutes ces valeurs-là. Ok. Bon, mais quand on regarde sérieusement, que sont devenus les sportifs de haut niveau quelque temps après, ou etc. Hein, c'est pas brillant. Hein. C'est vraiment pas brillant. Hein. De loin, je préfère, comme j'ai vu au Japon, des papis et des mamies à 80-90 ans en train de faire leur mouvement. Voilà. Hein. L'efficacité, il me semble que l'efficacité, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Moi, ça, j'appelle ça de l'efficacité. Hein. Si c'est bon. Après... bon, quand on est jeune, etc., on a besoin de contact. C'est pas un problème, ça. Et puis à la limite, ça a aussi ses vertus. Moi, je nie pas les vertus de ça. Je dis simplement que c'est juste un petit bout de l'affaire. Hein. Et que malheureusement, aujourd'hui, ce petit bout, il a pris toute la place. Bon. Parce que je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que bon. Vous faites travailler quelqu'un, par exemple, avec une longueur particulière de bâton. Hein. Bon. Moi, je travaille le sabre, hein, le bokken, le bâton, les bambous, etc. Bien. Si vous êtes conscient de votre corps, quel que soit l'objet que vous preniez dans votre main, ça devient le prolongement de votre corps. Tu veux un bambou? T'en as un? Bon. Parfois, on travaille avec des longues plumes, vous savez, des grandes plumes, justement pour... Ah. D'accord, bon, très bien, ok. Bon, cet objet-là, il a un poids, il a une densité, il a une longueur, c'est la première fois que je le vois. Comment est-ce que je peux faire pour être avec lui, pour être en lien avec lui? Ok. Donc, il faut que je repère l'espace, etc. Et puis peut-être qu'au bout d'un certain nombre de temps, je vais réussir à... Il faut que ça devienne le prolongement du corps. Le prolongement du corps. Hein. Si on prend une plume, si on prend un foulard, ça peut devenir le prolongement du corps. Hein. Si on prend un objet... moi, parfois, ça m'arrive juste parce que j'ai des fois des petits blocages ici. Des fois, je travaille avec une masse à deux mains. Alors, c'est pas très poétique, c'est pas une plume, mais si on est bien avec, on va pouvoir se libérer aussi le corps. Donc, peu importe l'objet, du moment qu'en réalité, il devient le prolongement du corps.
Je voulais vous dire autre chose, mais ça m'a échappé. C'était quoi? Bambudo, c'est la voix. Vous avez le bon outil. Merci. Donc, merci. Bon, vous prenez un objet d'une certaine hauteur. Pourquoi devrions-nous faire travailler toutes les personnes avec ce même objet, ou en tout cas avec un objet identique, de la même taille? Alors ceux qui vont y arriver, ça va gonfler l'ego. Et ceux qui vont pas y arriver, hein, mais dans les deux cas, c'est l'ego de toute façon. Hein. Qu'on se sente inférieur ou supérieur, dans les deux cas, c'est l'ego. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que voilà, telle personne, vous, vous allez prendre un objet, et puis vous, ce qui va vous convenir, c'est pas de travailler avec un objet comme ça. Peut-être ça sera de travailler avec un objet comme ça, ou peut-être ça sera de travailler avec 2 bâtons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment, enfin en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que c'est vivant, parce que ça me donne de la force, et parce que ça donne de la joie dans le partage. C'est que la personne, elle ait une gamme d'outils qui fasse qu'elle puisse choisir. Ben voilà, telle personne, moi j'ai des élèves qui travaillent avec des bambous comme ça, qui font 400 mètres de long, et qui font tourner, moi j'ai juste partagé avec eux les mouvements de base, et aujourd'hui ils font des trucs, moi je suis incapable de les faire. Et je dis bravo, et puis j'ai la banane de là jusque là. Vous comprenez? C'est créer les conditions pour que chacun se rende compte que cette histoire de potentiel, c'est pas des bobards, quoi. C'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment vrai. Hein? C'est un potentiel qu'on peut développer, parce que si je me souviens, tu m'as dit que je ne vais pas révéler ton âge, mais quand on travaillait ensemble, tu étais capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Oui. Que tu as pu développer grâce Oui. à cette méthode. Oui. 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 Bon, là, j'ai bientôt 56 ans. Je veux dire, je m'amuse un peu avec le trapèze, par exemple. Alors que quand j'avais 25 ans ou 20, que je faisais les compétitions, les championnats de France de karaté à Paris, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, je travaille différemment. Hein. Quand vous êtes ici avec une barre, par exemple, vous prenez une barre, bien, plutôt que d'essayer de travailler avec la volonté. Je travaille avec la volonté et puis je me hisse. Ou là, en fait, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où vous allez indiquer à votre corps qu'en fait, et dans l'intimité du corps, hein, c'est-à-dire au niveau cellulaire, parce que ça aussi, l'histoire de la génétique, etc., la science, la vraie science aujourd'hui, elle nous montre des choses fabuleuses. Hein. Elle nous montre notamment que c'est pas écrit éternellement, notre histoire là. C'est-à-dire que notre manière de penser, elle va influencer aussi sur notre propre génétique. Vous vous rendez compte? Hein? C'est-à-dire qu'on va faire croire aux gens, par exemple, qu'ils ont des maladies et que c'est héréditaire et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et puis derrière, hop, il y a le wagon avec les tonnes de pharmacie et de médicaments qu'il faut. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Hein? Donc on peut, en effet, soi-même se révéler dans ses potentialités. Dans ses potentialités. J'ai perdu le fil. C'était quoi? Des capacités que tu disais qui sont... Oui, voilà, donc j'étais là, ici. Vous prenez une barre, par exemple, hein, vous faites un exercice, et vous n'essayez pas de vous hisser. Vous n'essayez pas de vous hisser, non. Vous prenez la barre, et simplement ce que vous faites, c'est mettre de la conscience dans les mains, serrer simplement les mains, et juste vous laissez juste partir vers le bas. Hein, juste pour prendre la température, pour que votre corps ait une première information de cette relation avec l'objet en question. Okay? Et puis quand vous avez d'abord bien verrouillé, puis que hop, vous êtes descendu, vous avez un petit peu étiré le dos, et là, tout doucement, en vous aidant avec les cuisses et les pieds, vous remontez un petit peu, et vous commencez à donner un petit peu l'information ici. C'est tout. Et bien, ça a démarré comme ça. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme il n'y a pas de brutalité avec votre corps, que vous écoutez le rythme naturel d'harmonisation corps-esprit, il se trouve qu'à un moment donné, tiens, et puis tiens, et ça se fait naturellement. Et après vous changez, puis vos jambes vont monter, et ça se fait tout seul. Mais vraiment, je vous assure, ça se fait tout seul parce que vous avez respecté votre rythme. Il y a une grosse supercherie sur les rythmes. Quand tu nous faisais travailler le boken, je me souviens, le boken c'est le sabre en bois, tu nous faisais travailler ça pendant 100 fois
Et tu nous disais, vous allez voir, au bout d'un moment, quelque chose va se passer. Et c'était cette connexion, mais justement, parce qu'on n'était plus dans l'effort, enfin, ça ne veut pas dire que c'était facile, hein, mais il y avait quelque chose qui se passait et qui devenait évident, mais c'était simplement, on avait fait cette connexion à l'objet, enfin, moi, c'est comme ça que j'avais vécu en tout cas. Comme tu disais tout à l'heure, le bambou, il y a cette connexion qui se faisait, et ça devenait comme une méditation, ça devenait évident, alors qu'au départ, quand on était trop dans le mental, voilà, je vais le faire, il y avait... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand j'avais lâché, que j'étais plus dans le mental, les choses se passaient. Dans les dojos traditionnels, à l'ancienne, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils épuisaient physiquement les gens, et après que les gens étaient épuisés, le travail commençait. Parce que tant qu'on en a, on y va, il faut y aller, on va, la performance. Et en fait, quand vous êtes complètement cuit, là, le vrai travail commence, en fait, parce que c'est d'autres notions. Et là, la véritable nature du véhicule, en fait, apparaît, quoi. C'est là qu'il faut persévérer. Ouais, Et ça ne dort pas de la nuit. ça peut arriver. Ok? On en reste là? C'était l'immobilité tout à l'heure, Des mobilités, oui. dans les trois Ouais. critères. Silence, immobilité, aliment. Oui. Moi, il y a une phrase que ça me fait penser à la phrase de Thérèse d'Avila. C'est une phrase très, très puissante, je trouve. Elle dit, justement, solitude pour le silence, silence pour la concentration, concentration pour la puissance, puissance pour l'amour. Et je pense que ça dit tout, quoi. Il y a aussi quand même, il y a aussi cet aspect-là, c'est que toute cette espèce de machinerie incroyable, à tous les niveaux, pour éviter absolument que nous nous installions à l'intérieur de nous-mêmes. Vraiment, vraiment. Une machinerie incroyable pour être toujours sollicité vers l'extérieur, pour que surtout notre regard ne se tourne pas vers notre intérieur. Alors que, avec ce regard qui finalement passe de ça à ça, eh bien, on va pouvoir en fait avoir les deux regards. Okay ? C'est-à-dire que si on n'est que avec le regard à l'extérieur, eh bien en fait, ça va être très très compliqué de gérer ce qui se passe ici à l'intérieur. Que si nous descendons à l'intérieur de nous, nous allons découvrir véritablement des trésors en nous. Et en plus, quand ce sont des pratiques corporelles authentiques, non seulement nous allons pouvoir descendre à l'intérieur de nous, quelque part connecter ce fameux vivant, nous allons connecter la vie en nous. C'est pas un concept, c'est une expérience en fait. Et en même temps, on ne va pas se couper non plus de l'extérieur. Simplement, on va avoir une espèce de double lucidité. Lucidité de comment nous fonctionnons en réalité, lucidité de qui nous sommes en réalité. Nous sommes des êtres bien plus vastes, bien plus grands, bien plus puissants que tout ce que cette machinerie veut essayer de nous faire croire avec ces histoires de transhumanisme, homme augmenté. Enfin bon, c'est ahurissant quoi. C'est complètement ahurissant. Pardon ? Justement, il n'y aura pas une frontière dès qu'on se retrouve à l'intérieur de soi et qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quelque part, pour moi, il y a on crée une frontière. On crée une frontière. De sécurité ou un paramétrage, je ne sais pas. Ouais, c'est une frontière artificielle. C'est une frontière artificielle. Ce qui est certain, c'est que prendre du temps pour s'occuper de soi, c'est pas du temps perdu. Prendre du temps pour respirer, c'est pas du temps perdu. Redonner sa vraie place au corps. Pas dans la version narcissique, non, c'est pas ça. Redonner la vraie place au corps qui nous a été donné, vous l'appelez comme vous voulez, le grand vivant, Dieu, le créateur, le cosmos. On ne va pas se battre avec ces mots, ça n'a plus aucun intérêt. Mais en tout cas, redonner la vraie place à ce corps, parce que c'est la porte pour accéder à notre vraie nature. Et Déplacer l'intelligence vers le corps. Oui. Alors, oui, si. C'est ce à quoi je pense quand vous Oui. dites de tout ça. Oui, et je vais plus loin que ça, c'est-à-dire en fait laisser parler
l'intelligence et la sagesse naturelle du corps, Voilà, ouais. en fait. Voilà. C'est C'est-à-dire, avoir conscience que l'intelligence elle se situe en dessous de, Ouais. de ce fameux cerveau. ouais. Elle n'est pas qu'au niveau du cerveau, elle est aussi. Ici, c'est un outil. Ici, Voilà. c'est un outil qui est formidable, mais qui ne doit pas être le pilote. Sinon, c'est la panique. Le pilote, c'est ça, c'est l'intuition, c'est votre nez, c'est votre intuition. Hein. Et ce que vous dites me fait penser... Malheureusement, tout est fait pour que c'est- ça ne c'est- descende pas plus bas que ça. Mais oui, mais bien... Enfin, tout est fait. oui, Après, vous parliez de choix tout à l'heure, c'est aussi couper les boutons. Exactement. C'est suivant la façon dont on vit, quoi. oui, Personne ne nous oblige à recevoir tout ce qui arrive forcément de l'extérieur. tout à fait. Tout à fait. Il en va aussi de la responsabilité de chacun. Absolument. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Mais ce que vous dites me rappelle une anecdote, justement, avec Sensei Kakwan, au tout début du travail avec lui, au début des 6 années. Au début, justement, il me regardait comme ça. Alors, au début, il y avait un traducteur, enfin, mais et puis après, ça. Et puis, il me disait t'es intelligent, toi. T'es intelligent. Alors, moi, j'étais. Voilà. Et après, il a traduit. Après, il a traduit. Et en fait, il me disait exactement ce que son maître à lui disait. C'est-à-dire qu'en fait, pauvre nouille. C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire pauvre nouille, quoi. C'est-à-dire trop de tête. Donc, on se coupe de la réalité du vivant et de l'instant présent, quoi. Et de l'instant présent. Ok. Bon. Une question. Oui. Donc, par rapport à retrouver son féminin, c'est par le corps, quoi. Oui. Ben oui. C'est par la présence du corps qu'on Oui. retrouve son intuition et son féminin. Ben oui. Ben oui. Oui. Oui, parce que si déjà, par exemple, une personne qui va être dans un état de crispation, hein, je parle au niveau du corps qui est un peu comme ça, verrouillé, serré, peut-être avec une difficulté à respirer. Bon. Qu'est-ce qu'il va falloir faire entrer dans ce corps? L'inspire. Bon. Donc, ça veut dire que si j'accepte cette idée de faire entrer l'inspire en moi, l'inspire conscient, eh bien, du coup, je suis obligé d'ouvrir des portes en moi. Et qui les ouvre? C'est le féminin qui les ouvre. C'est l'aquatique de mon corps qui va recevoir. C'est l'inspire, donc c'est le féminin. C'est l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le féminin. Donc ça passe par le corps. Je veux dire que vous ne pouvez pas, je suis pas très bon ce soir avec les dessins. Des fois je suis top, mais là je suis nul. Alors je vais pas insister, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer avec votre tête que vous allez vous guérir vous-même avec votre tête en continuant à imaginer et à penser que vous allez vous guérir vous-même avec votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est la bibliothèque qui reste une bibliothèque. Ok? Ça me fait penser à une histoire que je raconterai sans doute pas très précisément, mais en gros, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du Bouddha à un moment donné, quand il est sous son arbre, et puis il va le voir, et puis il est tout le temps là, et puis au bout d'un moment, il va le voir, et puis il va voir Bouddha, et puis il lui dit, mais ça fait des semaines que j'entends vos enseignements, ça fait des années que j'entends vos enseignements, mais finalement, ça sert à rien. Bon. Et lui dit, mais écoutez, imaginez que vous devez vous déplacer d'un point A à un point B, que vous devez aller dans telle ville là-bas, ok? Bon, je peux vous donner le chemin pour y aller. Mais qui doit marcher pour aller faire le chemin? Ça, c'est le problème. Vous savez, au niveau de... bon, je forme des enseignants à cette méthode-là, hein, au Bamboudo. Il n'y a pas de... Je ne demande pas aux gens d'écrire un mémoire. Hein. Il n'y a pas une série de questions avec, etc. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il peut y avoir des gens qui intellectuellement sont très brillants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne ait son expérience dans le corps et que ça soit une expérience authentique. Pourquoi? Parce que quand elle va être en situation de partager ce qu'elle a compris, ce qu'elle a ressenti dans son corps, ben c'est ça le meilleur des passeports. Parce que ça sera authentique. Et la personne qui ira travailler avec cet enseignant, eh ben, elle va sentir qu'il y a de la substance, que ce n'est pas un concept. Donc, on ne peut pas réfléchir sur... je réfléchis sur mon émotionnel. Enfin, on peut le faire. C'est même, mais je veux dire, ce n'est pas suffisant.
C'est concrètement comment je fais pour que ici, le nœud que j'ai là et qui est en train de me tordre les tripes, comment je fais pour le virer? Oui. Ben là, comment je fais? Ben je descends dans le corps. Ah, comment je descends dans le corps? Ben avec la respiration. Ah bon? Et comment je respire? Eh ben comme ça. Et en utilisant l'eau et en détendant. Et voilà. Et c'est très concret, quoi. Je veux dire, ce sont des outils concrets. C'est pour ça que quand on a envisagé le thème de la conférence avec Marianne, je lui disais, c'est conscience corporelle. Hein, c'est le corps au service de l'élévation de conscience. Hein. C'est ce que dit Eckhart Tolle aussi. On ne peut pas faire l'impasse du corps si on veut avancer au niveau de sa conscience. C'est pas possible. Sinon, ça reste une idée que je suis en train de, ou une idée que je vais faire ceci ou cela. Il faut que ça s'inscrive dans la matière. Parce que c'est dans la matière, au final, vous savez, le corps, il ne ment pas. Hein. Si vous êtes bien, vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Si vous avez un bobo quelque part, le corps, lui, tout ce que nous vivons est impacté, imprimé dans le corps. Hein. Et donc tout ce qui a été négatif dans nos vies, comme choc, etc. Et puis des fois ça ne nous appartient pas. Hein. Des fois aussi, ce sont des héritages. Mais ça aussi, on peut le repérer. Hein. Je veux dire, il y a parfois des héritages, il y a parfois des loyautés à la souffrance familiale. Ok ? C'est-à-dire, je porte le fardeau de mon ancien ou de mon machin parce que c'est comme ça dans la famille et je continue à le porter. Bon, moi, ce que je dis aux gens, en Bamboudou, on fait 3 saluts. Hein. Le salut à l'univers, le salut aux anciens, le salut entre nous et le salut pour soi-même. Bon, quand vous saluez les anciens, vous saluez les anciens de vos lignées aussi. À la limite, même s'ils ne nous avaient donné qu'une chose, la vie, ben c'est pas rien. Bon. Et imaginons que même une personne qui nous a donné que la vie, hein, et que tout l'héritage qu'elle nous a donné, c'est chaotique, etc. Mais je ne suis pas obligé de le garder, cet héritage-là. Ça ne m'appartient pas. Hein. Donc il y a des loyautés aussi comme ça auxquelles il faut renoncer, parce que finalement, ce sont des loyautés mortifères. Mortifères. Donc la présence au corps va nous permettre de nous rendre compte que nous sommes un peu comme des êtres poupées russes. Hein. C'est comme si nos corps s'emboîtaient les uns dans les autres. Hein. C'est l'inclusion de vivants. Le vivant s'inclut dans un vivant plus grand, qui s'inclut dans un vivant plus grand, etc. Et donc, quand vous commencez à entrer dans la réalité de ce qu'est réellement un corps vivant, eh ben c'est la première marche. Et cette marche-là, elle est indispensable. C'est comme monter les marches d'une pagode. Hein. Moi, je dirais même que c'est ce qu'on devrait apprendre aux enfants. Mais absolument, mais bien sûr, plutôt que de leur faire croire qu'ils sont qu'une tête. Mais bien sûr, ouais, ou qu'ils sont que 2 pouces. Ou de les pouces. Est-ce que Marc, tu peux nous donner des indications de ce que tu proposes demain matin pour ceux qui... Ben, demain matin, on va en fait faire des... Voilà, c'est 10h... de 10h à midi et demi, on va travailler ça, simplement, concrètement. C'est-à-dire mettre en application un petit peu ce qu'on vient de voir ce soir, très concrètement, tout simplement. C'est-à-dire que les gens puissent repartir avec des outils très opérationnels, tout simplement, et très concrets, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Donc on va respirer, on va voir ce qui se passe ici, on va voir comment on peut réveiller justement le côté félin naturel que nous avons tous, ce genre de choses. Voilà. Bon. Merci à vous. Merci. Merci.